Bon, ben, je crois qu'on va quand même commencer, hein. On va pas trop tarder non plus parce qu'on aimerait essayer de rester un petit peu dans le temps qu'on a annoncé. Donc merci d'être là, hein. Je suis très content de voir que ça intéresse beaucoup de monde. Ça ne m'étonne pas tellement non plus. Donc bienvenue à Alliance Sud Infodoc. Juste quelques mots avant de commencer pour ceux qui ne connaîtraient pas cet endroit. Cet endroit, avant d'être un lieu d'exposition et de conférence, c'est surtout un centre de documentation. Un centre de documentation sur les rapports entre pays riches et pays pauvres. Et notre particularité, c'est qu'on travaille qu'avec de la presse. Donc on suit au jour le jour tous les développements. On a des dossiers sur tous les pays du Sud, sur tous les grands thèmes. On a plus de 500 dossiers thématiques. Donc, qui sont mis à jour quotidiennement. Vous pouvez venir consulter, vous pouvez venir aussi lire le journal. On a aussi beaucoup de choses sur Internet, donc je vous laisserai aller voir un petit peu si ça vous intéresse. Maintenant, en fait, il y a deux événements ce soir, comme vous avez pu le constater. Il y a d'abord, alors je viendrai à la conférence juste après, avant de passer la parole à nos invités, mais il y a d'abord l'exposition que vous voyez là, Tourisme je t'aime moi non plus, c'est la 3e année que nous collaborons avec l'École cantonale d'art du Valais, qu'on remercie ici, qu'on salue ici pour cette collaboration. Donc c'est chaque fois un thème qu'on propose aux étudiants graphistes et sur cette base-là, ils réalisent des affiches, donc c'est un concours, ensuite on a un jury qui choisit, qui donne les gagnants. Donc on a le plaisir d'avoir la gagnante ici présente ce soir, donc Mélina Zwirt, qui a fait l'affiche qui est tout au bout là au début et qui constitue l'affiche de notre exposition. Et puis on a également la présence de Anya Nickel qui a reçu le prix très canoin de prix spécial du jury pour une affiche un peu particulière que vous pourrez découvrir à la fin de la conférence. Vous verrez pourquoi elle est particulière. Également, encore une petite chose, c'est qu'on fait le prix du public. Donc si vous voulez voter pour une affiche, l'affiche qui vous plaît, il y a une petite boîte, je ne sais pas si on l'a déjà mise derrière, mais il me semble, voilà, elle est là. Donc vous pouvez inscrire le nom qui figure au bas des affiches, vous pouvez l'inscrire sur le petit billet et mettre dans l'urne, et puis on dépouillera ça dans 2 mois, donc il reste à peu près 2 mois ici. L'exposition, ensuite, on la loue si jamais ça intéresse des gens. Vous verrez aussi que l'exposition, je terminais par ça, elle est jalonnée, donc il y a un grand panneau au début, vous voyez, avec un texte qui introduit un petit peu la thématique. Puis ensuite, on a des plus petits panneaux tout au long il y a une sorte de progression, si vous voulez, entre d'abord, aujourd'hui, qu'est-ce que le tourisme, quel effet le tourisme a-t-il, etc. Avec, à côté des panneaux, vous voyez qu'il y a des piles d'articles, vous pouvez vous servir. Ce sont les articles donc, qui représentent bien, effectivement, notre travail au quotidien, en tout cas sur ce thème du tourisme, là. Et puis donc, l'expo continue derrière, dans l'autre pièce, vous pouvez encore regarder. Maintenant, je viens à la conférence elle-même. Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Morgane Roux et Seraina Joleman, qui sont doctorantes à l'Institut de géographie et de durabilité, qui se trouve à Sion, mais qui est en fait un institut qui dépend de l'Université de Lausanne. Elles vont nous parler, en fait, il y a plusieurs parties, vous verrez, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais d'abord un petit peu l'impact du tourisme aujourd'hui, ensuite le concept de tourisme durable avec ses limites et ses contradictions éventuellement, vous verrez, et puis des études de cas. Et puis on a également le plaisir d'avoir ce soir, et je remercie d'être là, M. Roland Schmid, qui représente la Fédération Suisse du Voyage, qui est, si j'ai bien compris, une association auquel des agences peuvent adhérer, mais qui n'est absolument pas représentative de toutes les agences. Donc M. Schmid était responsable d'une enquête, ou en tout cas a coordonné une enquête auprès des agences de voyage dont il nous parlera tout à l'heure. Ce sera un petit peu l'aspect, je dirais, la confrontation de la pratique. Après avoir eu la théorie, on aura un petit peu la pratique et les difficultés que rencontrent les praticiens pour mettre en place un tourisme durable, avec beaucoup de guillemets. Donc voilà, et puis
À la fin, donc, l'entretien, il y aura à peu près une demi-heure à 40 minutes pour nos deux intervenantes. Ensuite, un quart d'heure, 20 minutes pour M. Schmid. Enfin, on verra, ça c'est variable. Et puis, on va ensuite ouvrir la parole avec le public. Vous pourrez poser des questions, etc. Et puis, à la fin de cet échange, donc ça devrait se terminer vers 8h, 8h15, on aura donc le plaisir d'avoir une petite performance d'une de nos lauréates, donc Ania Nickel, sur cette affiche-là, vous comprendrez tout à l'heure. Et puis, il y aura l'apéritif, donc n'hésitez pas ensuite vous voyez qu'il y en a là, il y en a derrière, on vous dira encore, mais servez-vous. Je vous dirai juste à la fin, quand la conférence sera terminée, quand vous lèverez, vous prendrez vos chaises, vous les pliez, puis vous les mettez contre le bord, comme ça on pourra circuler dans la pièce et puis plus facilement échanger. Voilà, donc je vous passe la parole et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ah, bonsoir à tous, ça fait du monde. Donc, je vais juste vous faire un plan de notre communication ce soir qu'on va faire donc à deux. Donc on va commencer par une introduction assez générale pour essayer de situer l'évolution générale du tourisme depuis son apparition. Et puis après, Seraina va vous parler du tourisme durable comme concept. Elle va en fait déconstruire un peu ce concept, le concept du développement durable. Et puis, tour à tour, donc moi je vais vous présenter une étude de cas qui est sur ma thèse en fait, qui est sur le parc national de Banff au Canada. Et puis Seraina va développer son étude de cas qui se situe au Yunnan, en Chine. Et puis finalement, on va faire une brève conclusion. Donc, dans le but de mieux répondre à la question qui nous a été posée, c'est-à-dire un tourisme durable pour tous, est-ce possible ? Je me permettrai donc ce soir de réaliser un aperçu global de l'évolution de ce secteur qu'on nomme économique, qui est le tourisme. Donc, juste pour situer brièvement, donc les scientifiques, ils ont depuis longtemps bataillé avec ce terme, ils ne savaient pas trop où le caser. Ils avaient même de la peine à le considérer comme un champ d'études à part entière. Pourtant, le tourisme n'a rien de nouveau puisque ça fait près de 2 siècles qu'il existe, notamment avec les tout premiers voyages qui étaient le Grand Tour, qui était entrepris par la noblesse, la noblesse anglaise. Puis elle s'est rapidement démocratisée en Occident avec l'arrivée des congés payés. Et puis par la suite, l'arrivée des moyens de transport. Et donc la réduction du temps de travail et l'augmentation des temps de loisirs, ils laissent désormais la place au développement du tourisme. Et le tourisme n'est plus seulement réservé à une certaine élite de la population mondiale, mais bientôt les classes dites populaires, entre guillemets, y ont accès. Venons-en à quelques petits chiffres, c'est toujours un peu boring. Donc dès lors aller en vacances, ça devient de plus en plus une pratique commune et routinière par la majorité des civilisations occidentales. Comme vous le savez certainement déjà, le développement, comme j'ai dit auparavant, des modes de transport et du train, de l'avion durant ces 50 dernières années a grandement participé au développement de nombreuses destinations touristiques. Et on en arrive au point où en 2016, donc les arrivées internationales, elles se chiffraient à près de 1,2 milliard. Donc comme on voit sur le graphique qui a été émis par l'Organisation mondiale du tourisme, ce qui est un chiffre incroyable et qui ne cesse de grimper depuis près de 7 ans malgré l'insécurité grandissante qu'on a vécue dans ces dernières années, avec notamment les attentats de Paris, mais aussi ceux de Londres plus récemment. Et le tourisme semble être affecté, donc le domaine du tourisme semble affecté durant un temps limité pour mieux se relever par la suite. Je tiens juste à souligner que les chiffres qui sont présentés par l'OMT ne contiennent pas du tout le tourisme interne, c'est-à-dire que ça compte seulement les arrivées internationales, et du coup c'est presque pas ou peu représentatif du tourisme de manière globale. Donc depuis
depuis quelques années, le tourisme est donc présent presque partout et fait partie intégrante de nos vies quotidiennes. Depuis une dizaine d'années, la mise en service de plusieurs compagnies low cost comme Ryanair ou EasyJet ou WestJet encore ont radicalement changé la manière de faire du tourisme. C'est-à-dire que les voyages ne sont plus entrepris sur des durées assez longues, on dira, qui s'étendent sur 2 semaines, mais plutôt sur des courtes durées. Et je serais prête à parier, par exemple, que la majorité d'entre vous ont déjà entrepris un voyage le vendredi soir pour revenir à la maison le dimanche soir. Donc le temps des séjours s'est donc raccourci et le tourisme urbain s'est grandement intensifié. Ces dernières années, on a également pu remarquer une évolution dans les pratiques touristiques, c'est-à-dire que avec la diffusion massive des technologies du numérique et l'apparition de certaines applications comme Instagram, bon là on voit plutôt c'est une illustration qui a été prise de Instagram, change les manières de faire, c'est-à-dire que les gens puisent beaucoup d'inspiration. Bien sûr, avant les guides papier existaient et ça fonctionnait aussi. Mais depuis peu, il y a beaucoup de recherches scientifiques qui démontrent que Instagram pousserait à l'envie de voyager. Et donc, tout cela pour dire que la numérisation, mais aussi l'arrivée de ces compagnies low cost, l'augmentation du nombre de voyages par année, a créé certains nouveaux types d'enjeux, et notamment des enjeux négatifs qui ont fait tirer la sonnette d'alarme de certaines organisations. Le tourisme de masse a toujours préoccupé les acteurs du tourisme, craignant notamment diverses nuisances donc, pour les populations locales, mais aussi généralement sur l'environnement. Et puis c'est dans ce contexte d'intensification de moyens de transport et d'émergence de nouveaux enjeux négatifs qu'il est apparu en fait la nécessité de trouver une solution ou d'émettre un nouveau concept qu'on va définir, que Sarah Elena va définir, qui est le concept de tourisme durable. Merci. Donc après cette introduction de Morgane sur le tourisme en général, déjà aussi de ma côté, bonsoir à tout le monde, et je vais maintenant parler un peu plus spécifiquement de ce concept du tourisme durable. L'institution la plus pertinente qui a distribué et aussi défini le concept, c'est l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, qui définit le tourisme durable comme suivant. C'est un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux, actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels et de l'environnement et des communautés d'accueil. Ensuite, l'OMT suggère aussi une définition conceptuelle qui dit « Les principes de développement et les méthodes de gestion du tourisme durable sont applicables à toutes les formes de tourisme et tous les types de destinations, y compris le tourisme de masse et les divers segments spécialisés. Les principes du développement durable concernent les aspects environnementaux, économiques et socioculturels du développement du tourisme, et le but, c'est de trouver le juste équilibre entre les 3 dimensions pour garantir sa viabilité à long terme. C'est donc la définition selon l'OMT. Le tourisme durable, c'est donc dans un certain type de tourisme, comme par exemple l'écotourisme ou le tourisme balnéaire, mais c'est plutôt un concept de comment le tourisme devrait fonctionner pour éviter une autodestruction. Donc pourquoi dis-je une autodestruction ? C'est parce que dans beaucoup de destinations touristiques, on a pu observer que l'arrivée du tourisme implique aussi des effets très négatifs pour la destination, qui souvent en fait détruisent les ressources qui à la base ont attiré les touristes. Pour vous donner un petit exemple, dans une station de la montagne où à la base il y avait
des petits villages pittoresques. Et puis, avec la construction des infrastructures et de l'immobilier, c'est devenu tellement moche que les touristes n'ont plus envie d'y aller. Ou bien, il y a beaucoup des héritages bâtis qui ont été tellement surfréquentés que les monuments ont été nuits sévèrement. C'est souvent aussi le cas dans des sites protégés par l'UNESCO, ou bien aussi des destinations du tourisme ethnique. Dans beaucoup des endroits, les touristes vont pour voir certains vrais chants de telle et telle ethnicité. Et en fait, le tourisme amène en même temps beaucoup de capital, mais aussi de la modernisation pour ce que ces endroits où le mode de vie ou bien la culture qui est spécifique à cet endroit a plus ou moins déjà disparu. Donc, le tourisme durable prévoit une protection de toutes ces ressources, que ce soit des ressources naturelles ou bien culturelles. Et ensuite, le concept du tourisme durable vise aussi à minimiser les impacts négatifs sur la population locale. Moi, par exemple, j'ai grandi à Davos, dans les Grisons, et nous, on s'ennuyait toujours de tous ces touristes qui prenaient notre place dans le bus ou sur les pistes de ski, par exemple. Et un tourisme durable essayerait donc d'éviter ce genre de conflit entre les visiteurs et les locaux. Par exemple, par une sensibilisation mutuelle sur des différences culturelles, mais aussi par l'inclusion de la population locale dans des processus de décision et de planification, etc. Ensuite, le troisième pilier du tourisme durable, c'est le pilier économique. Le tourisme durable doit donc être économiquement rentable. Et en fait, dans l'industrie privée, c'est absolument clair que ce facteur de la rentabilité économique, c'est 1000 fois plus lourd que les autres deux piliers. Donc, dans toute cette discussion sur le tourisme durable, surtout dans notre système économique capitaliste comme c'est pour l'instant, je crois qu'on est d'accord que c'est quand même un facteur très très important. Donc déjà, pour répondre peut-être à une première question, le tourisme durable pour tous, je ne crois pas, au moins pas pour l'instant. Il ne faut quand même pas oublier que le tourisme, c'est toujours un produit de luxe, même s'il y avait peut-être une certaine démocratisation dans certains pays dans ces dernières années. Mais déjà, juste de se déplacer juste pour le plaisir, ce n'est pas du tout quelque chose qui est accessible à tout le monde. Je pense que c'est clair. Donc, résumé. Le tourisme durable doit protéger les ressources, être socialement viable et il doit aussi être rentable économiquement. Maintenant, on a compris le concept, on a compris comment c'est défini. On peut peut-être déjà imaginer que l'évaluation de la durabilité, ça va poser certains problèmes. Même si on a tout compris le but de ce concept, il faut maintenant trouver des indicateurs dans tous ces domaines si on veut l'évaluer. Donc imaginez, déjà il nous faut contrôler si les ressources naturelles et culturelles n'ont pas été corrompues par le tourisme. Déjà ça va nous donner du boulot. Il faut peut-être trouver quelqu'un qui connaît un peu la chimie, et puis il faut tester l'eau, la terre, je sais pas quoi, la biodiversité. Et après, il y a l'aspect socio-culturel. Où est-ce qu'on va commencer? Vous voyez, si on veut vraiment avoir des données très très détaillées sur tous ces piliers, c'est très très complexe et c'est aussi très coûteux. Donc souvent les projets se concentrent surtout sur un aspect, sur quelque chose qu'on voit que c'est vraiment nécessaire ou que c'est très 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 utile. Et pour ce faire, il y a beaucoup d'outils différents aujourd'hui. Pour donner quelques exemples, il y a un guide pour organiser des événements durables là. C'est fourni par le canton de Valais.
Et là, dans cette brochure, il suit toute une liste avec des indicateurs, avec des nombres, des chiffres, des détails, comment calculer pour qu'on peut plus ou moins voir où on se trouve. Ou il y a aussi un schéma pour évaluer la mobilité dans la station de montagne. Ou bien vous connaissez certainement aussi tout le monde l'empreinte écologique. C'est une manière de calculer et pour voir combien de CO2 a été produit à cause de moi. Et ce genre de choses, il en existe beaucoup, beaucoup. Et ces outils s'aident certainement dans la planification et aussi dans l'évaluation des projets touristiques, surtout aussi au niveau opérationnel, très concret. Mais si on veut savoir vraiment dans l'ensemble si le tourisme dans un endroit est durable ou pas, ça devient super compliqué. Et moi, je suis de l'avis qu'on va trouver 10 000 résultats différents aussi en dépendance qui a effectué cette évaluation. Si on laisse par exemple une ONG environnementaliste faire le test, je suis sûre qu'il y a beaucoup plus des enjeux environnementaux que si c'était une chaîne d'hôtels qui a fait ce test. Ou si c'est Amnesty International qui va faire l'analyse, c'est clair qu'il y a plus des droits de l'homme, par exemple, qui sont violés que si c'était une agence de voyage, par exemple, qui faisait le test. C'est-à-dire que ce concept n'est pas du tout une mesure univoque. Et finalement, il faut aussi comprendre que ce modèle de la durabilité vise à un équilibre de tous ces trois piliers. Donc ça laisse très très ouvert à quel niveau ça doit vraiment être équilibré. Donc j'espère que j'ai pu vous montrer un peu les limites de ces concepts. Maintenant, on va aller un peu plus vers la praxis et Morgane va vous montrer des exemples de la recherche qu'elle a pu constater des effets négatifs et aussi positifs d'un tourisme qui vise à être durable. Oui. Alors, donc, maintenant, on va passer plutôt sur le point de vue un peu plus pratique et non plus trop théorique. Parce qu'on reproche souvent aux chercheurs qu'on reste dans la théorie et puis qu'on n'explique pas trop les cas pratiques. Alors aujourd'hui, on aimerait à travers donc, nos deux études de cas illustrer des effets qu'on a jugés. Donc c'est nous qui le faisons, c'est nous qui mettons ces jugements de valeur dessus, qu'on juge positifs et négatifs, d'un tourisme qui se veut à la base d'être durable. Donc le cas que je vais vous présenter, il découle directement de ma thèse. Donc il se situe au Canada. Donc il se situe en Alberta, c'est le parc national de Banff. C'est le premier parc qui a été créé au Canada. Il a été créé en 1885, soit 12 ans après la création du Yellowstone. Donc c'est un des parcs nationaux les plus anciens au monde. Et pour faire en fait un petit rappel et peut-être pour clarifier les choses et aussi vous donner un contexte un peu historique de la chose, les premiers parcs nationaux, ils n'ont pas du tout été créés dans une logique de conservation de la nature. C'est-à-dire que en fait, les autorités à l'époque, ils percevaient la création des parcs comme étant des opportunités économiques, mais aussi un moyen de mettre en valeur une idéologie, montrer la fierté nationale que composait la nature. Donc on protégeait avant tout le paysage dans un objectif d'idéal de beauté esthétique et notamment d'un élément du paysage qu'on nomme la wilderness, ou la nature sauvage à l'état pur. Et c'est seulement à partir des années 70 qu'il y a eu un mouvement conservationniste, c'est-à-dire on a commencé à se rendre compte que la Terre avait des limites et qu'il fallait protéger ses ressources, que le Parc national et l'Agence Parc Canada, qui est l'agence gouvernementale, s'est dit qu'il fallait mettre en place certains éléments pour conserver et mettre en avant sa faune et sa flore locales. Juste pour donner une petite anecdote, jusque dans les années 70, les autorités du parc chassaient le loup parce qu'ils considéraient que le loup c'était un peu trop sauvage pour montrer aux touristes. Je vous dis tout cela donc, pour vous montrer un exemple qu'on considère que le parc considère comme durable, c'est-à-dire qui mettent en avant toute une série
sur leur site internet et aussi dans leur brochure, ils mettent en avant des éléments qu'ils considèrent comme positifs et qui vont dans le sens de la biodiversité. Et donc voilà certains gestes ou certains petits efforts que j'ai notés quand je me suis rendue sur place. Donc j'ai été en tout durant 2 mois et demi là-bas. Et donc les autorités du parc, j'ai pu remarquer qu'ils avaient fait un véritable effort en matière de la protection de la nature sur certains aspects. Donc on voit les 2 premières photos avec toujours la dame qui est en vert là, qui est en fait une guide qui vise à sensibiliser les touristes à la conservation de la nature et de la faune locale. Et lors des grosses périodes touristiques, en fait, ils sont un peu disséminés un peu partout dans le parc pour sensibiliser les touristes à adopter les meilleurs gestes possibles et imaginables. On a toute une série également de panneaux, avec le panneau qui est en haut à gauche, à droite pour vous, qui est toujours en anglais et en français, donc les 2 langues nationales, qui dit là, prenez soin de la montagne et qui invite les touristes à rester dans les sentiers pour éviter qu'on empiète justement sur des fleurs sauvages ou sur tel ou tel type de mousse, etc. On a également des couloirs qui ont été aménagés, donc qui est pour la faune, pour éviter d'avoir notamment de se faire des animaux de se faire renverser par des voitures, vu que je tiens juste à souligner que le parc en fait il est totalement motorisé, c'est-à-dire qu'il y a l'autoroute principale du Canada qui est la Trans-Canada qui le traverse de bout en long. Et donc au bout d'un moment on a mis en place ces petits tunnels pour faciliter le passage des 2 autoroutes. On a également la mise en place de certaines sécurisations de certains campings avec notamment, là vous voyez c'est une barrière électrique qui donne un petit choc aux animaux s'ils s'approchent trop proche de l'homme, pour éviter qu'ils s'habituent trop au contact de l'homme. Et puis la limitation, c'est-à-dire la fermeture de certaines routes, avec le Lake Moraine qui est là, qui a une route qui est fermée 9 mois de l'année pour laisser le temps à la faune et à la flore de se redévelopper. Donc tous ces aspects positifs, ils sont un peu contrebalancés par des aspects que j'ai jugés négatifs, donc c'est toujours mon jugement de valeur et mes observations sur place que je mets en avant. C'est-à-dire que malgré tous ces éléments qui ont été mis en place, le parc national de Banff, mais aussi les voisins, c'est-à-dire le parc de Yoho, le parc de Kootenay, etc., ils sont victimes depuis plusieurs années de leur succès parce qu'ils ont une nature et des spots qui sont très esthétiques et qui ont été beaucoup relayés sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais aussi sur YouTube, etc. Et ça entraîne en fait une grosse masse de visiteurs sur place. Et on a donc une surfréquentation de nouveaux spots et ça détruit parfois la destruction des chemins qui sont aux alentours. Donc aussi, il faut se rappeler qu'il y a environ 5 millions de visiteurs par année, donc c'est pas rien, hein, c'est quand même beaucoup. Et puis, ils se rendent tous à peu près au même endroit, c'est-à-dire le Lake Louise qui est là, et le Lake Peto et le Lake Moraine que je vous ai montré auparavant. Et tout le monde se déplace en véhicule motorisé personnel, hein. Il n'y a pas beaucoup de transport en commun. Ça existe, mais c'est peu pratiqué. Et puis cette année, j'ai aussi pu remarquer qu'avec les 150 ans du pays, on a offert la gratuité à tout le monde et du coup, on a eu vraiment un élan de touristes qui se sont rendus sur place et les autorités là se sont vraiment trouvées débordées par l'engouement des locaux et des touristes internationaux. Et du coup, ça a créé beaucoup de nuisances. Des nuisances qui peuvent être des déchets, enfin l'accumulation de déchets, mais aussi la pollution de certains sites, et puis surtout le dérangement de la faune et des ours. Là, c'est un exemple d'un loup, pardon, d'un loup qui tient une bouteille en plastique dans la gueule, donc ça peut paraître un peu bizarre
qu'on mette en avant ce genre d'affiches, mais en fait, l'année où j'étais là, il y a 2 ans, il y avait des touristes chinois qui, malgré les panneaux et les avertissements qu'il ne fallait pas laisser la nourriture sur les tables, qui ont laissé toute leur nourriture sur la table et du coup les loups sont venus manger et il y a toute une meute qui est morte. Et donc voilà, ça c'est des effets un peu néfastes qui sont un peu contradictoires avec les éléments, surtout sur le panneau, le volet environnemental que promeut un tourisme durable. Un autre élément qu'on peut souligner qui est assez négatif, c'est le fait que ça, c'est pas du tout ma spécialisation, je m'avance pas à 100% là-dessus, mais c'est le fait que les natives ou les Indiens, les Amérindiens, donc les Indiens du First Nation qui sont là-bas, ils ont toujours été repoussés du parc qui alors en fait c'est leur terre d'origine, donc ils ont été chassés lors de la création du parc parce qu'on avait déduit que c'était mieux de laisser libre cours à la nature plutôt que d'avoir des hommes qui étaient présents sur place. Et puis non seulement on les a chassés des terres, mais en plus on les a accusés d'avoir totalement décimé la population indigène de bisons qui était sur place, alors que c'était évidemment pas tellement de leur faute. Alors donc depuis quelques années, on a toutefois certains efforts de l'agence Parcs Canada qui ont été mis en place où apparemment ils auraient été inclus dans certains processus de décision. C'est-à-dire là on voit une image d'un monsieur qui signe un traité qui dit qu'on va réintégrer le bison dans le parc. Mais en fait sur place, ce qu'on peut vraiment observer, c'est que on peut quand même remarquer qu'il n'y a pas beaucoup, la majorité des postes à responsabilité et puis la majorité des gens qui travaillent pour Parcs Canada font quand même partie de la population que je nommerais blanche, entre guillemets, dans le parc. Et puis, malheureusement, il y a beaucoup de natives qui ont été relégués ou relogés ailleurs, qui sont alcooliques et qui ont beaucoup de... qui ont un taux de chômage aussi très, très élevé. Donc là, on voit que le pilier, qu'on nommerait le pilier social, n'est pas du tout intégré dans mon étude de cas. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Serena, qui va aller de l'autre côté de la Terre. Exactement, donc mon terrain, ouais, juste sur l'autre côté du monde. C'est au sud-ouest de la Chine, pour être plus précise, c'est dans la province de Yunnan. Et pour mon étude de cas, j'ai travaillé dans quelques petits villages dans une région qui s'appelle Lashihai et qui sont situés autour d'un lac très pittoresque avec des zones humides, avec une grande biodiversité, ce que vous voyez là sur cette photo. En 2014, pour mon travail de master, j'ai commencé déjà de travailler dans cette région et à l'époque, le thème de mon travail c'était le développement durable et le tourisme. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques résultats de ce travail pour illustrer aussi les enjeux qui sont liés au tourisme durable. Dans cette région, le tourisme a été introduit par le gouvernement pour développer cette région montagneuse très éloignée des centres économiques à la côte est du pays. La région est connue pour sa richesse de la nature, la grande biodiversité et ça fait même partie d'une zone protégée par l'UNESCO, ce que vous voyez ici en vert, parce qu'il y a 3 des plus grandes rivières de l'Asie qui passent par cette région, c'est le Mekong, le Yangtze et le Salween River. Donc c'est vraiment grande importance. Et le gouvernement aussi, il voyait donc que le tourisme, c'était un moyen pour stimuler un peu le secteur économique dans cette région d'une manière durable qui permettait quand même de protéger cet environnement valable. En plus, cette région est aussi très connue pour sa grande diversité des minorités ethniques. C'est aussi quelque chose qui peut être vu comme ressource pour attirer des touristes. En fait, qui facilite le développement touristique dans ces villages de mon étude de
cas, c'est qu'ils sont situés très proches de la vieille ville de Lijiang. Lijiang, c'est aussi un héritage mondial avec le statut UNESCO et c'est aussi une des destinations les plus visitées en Chine. Et dans cette vieille ville, il y a un très très grand problème de surfréquentation. C'est en fait un des exemples qui est souvent mentionné quand on parle des mauvais effets du tourisme. Et une des solutions pour ce dilemme du gouvernement local, c'était de créer des offres un peu dans les alentours de cette vieille ville pour distribuer un peu les masses de touristes. Et donc, une de ces offres, c'était de visiter les villages en Lashihai, où c'est mon étude de cas. Et les gens, ils vont normalement pour une excursion journalière. C'est organisé normalement par une agence de voyage qui est située en ville. Et l'excursion comprend tout, le transport, le menu, une petite tour en cheval dans les collines, ou aussi un petit tour en bateau. Et pour ma recherche, j'ai donc effectué un livelihood survey, c'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre comment la base de vie des gens qui habitent dans ce village se constitue, mais aussi comment ça avait changé avec l'arrivée du tourisme. Et pour ce faire, j'ai effectué des entretiens avec les résidents, avec un questionnaire assez détaillé, posé des questions sur la source de revenus, niveau de vie, éducation, profession, besoins, aussi difficultés, et aussi sur leur avis personnel sur le développement touristique pour savoir un peu comment eux, ils voient les effets du développement touristique sur la région. Et en fait, j'ai très clairement pu constater que les revenus dans les villages où il y a beaucoup de tourisme sont beaucoup plus hauts que ceux dans les villages où il n'y a pas encore de tourisme. Et pour évaluer le niveau de vie dans les villages, j'ai aussi posé des questions comme est-ce que vous avez des problèmes à trouver d'emploi ou à payer pour l'éducation ou pour des besoins médicaux, des choses comme ça. Et l'analyse a montré que la plupart de ces enjeux ne posaient plus des problèmes aujourd'hui, mais que ça constituait des grands problèmes il y a 5 ans pour la plupart des ménages. La population locale a alors bénéficié du développement économique amené par le tourisme. Donc le pilier économique, on peut déjà check, c'est rentable, mais j'ai quand même essayé d'être un peu plus critique. J'ai aussi trouvé des aspects plutôt négatifs, comme par exemple, beaucoup de jeunes commencent à travailler comme guides dans les villages à un âge assez jeune. Et ils sont plus du tout motivés de continuer leur école ou de finir même leur école ou de continuer leur éducation sur un niveau plus élevé. Parce qu'en guide, ils ont du revenu direct et qui est relativement facilement accessible. Donc, oui, ça c'était un souci qui était souvent mentionné dans les entretiens. En plus, cela continue un peu avec un cercle vicieux où les résidents locaux restent un peu dans les positions qui sont pas bien payées, qui sont un peu en bas et surtout qui n'ont pas de pouvoir de décision. Donc la situation est souvent que le marché est vraiment dominé par des agences de voyage ou des entrepreneurs externes et donc le droit de voix des résidents locaux, c'est vraiment relativement limité. Un autre élément dont les répondants ont été inquiétés par, c'était la pollution de l'environnement, surtout de l'eau. Souvent, les gens me parlaient de comment, à l'époque, quand ils étaient jeunes, ils pouvaient directement boire l'eau depuis la rivière, et comme c'était tout clair, et pas de problème du tout. Et aujourd'hui, c'est vraiment plus la même chose. Et c'est aussi très frappant de se rendre compte sur la vitesse avec laquelle tout ça s'est passé. Cette vitesse énorme du développement touristique pose aussi des grands défis pour le gouvernement local qui doit adapter à ses politiques et aussi fournir de l'infrastructure nécessaire. Et là, je peux encore vous donner un petit exemple pour montrer
comment ce concept de la durabilité peut être interprété de manière très, très différente, dépendant à la perspective de l'acteur. Donc le gouvernement local, dans ce cas-là, a donc décidé qu'il fallait construire des infrastructures qui permettent une augmentation des nombres de visiteurs, c'est-à-dire ils ont construit des routes ou des centres d'accueil pour les touristes, mais une autre sorte d'infrastructure a été oubliée un peu, et c'est celle pour traiter les déchets. Il y en a beaucoup plus de déchets maintenant avec les touristes qu'avant, comme on peut imaginer, ou aussi des infrastructures pour traiter les eaux usées. Le gouvernement a donc décidé de d'abord s'occuper un peu de la durabilité économique, mais par cela, la durabilité écologique a été diminuée un peu. Sur une autre côté, je dois aussi dire que je n'ai pas pris des extractions du sol ou de l'eau pour vraiment vérifier la qualité, et je n'ai pas non plus des données sur la qualité de ça avant l'arrivée du tourisme, donc je me base simplement sur des observations des locaux et aussi sur quelques entretiens avec des experts. Donc en gros, je pense que ces exemples montrent bien que le tourisme comme phénomène est très très complexe et il touche presque tous les niveaux de vie sociale, culturelle, économique, politique, même personnelle. Et c'est donc super difficile à vraiment saisir dans des nombres ou des indicateurs qui permettent d'évaluer la durabilité du tourisme. En plus, c'est aussi une question de perspective. Encore une fois, souvent quand je présente ces résultats ici en Suisse, un public en Suisse, la réaction c'est du genre « Ah mais c'est quand même fou, cette croissance énorme, cette vitesse, c'est pas du tout durable ce qui se passe là-bas. » Mais dans la perspective en Chine, c'est quand même déjà pas mal qu'on n'a pas encore commencé à extraire des matériels bruts de ces montagnes ou qu'on n'a pas encore des industries lourdes dans cette région. Donc, dans ce sens-là, le développement à Lacherhai, c'est quand même assez soft, disons. Maintenant, on vient à la conclusion. Ah, là, il y a encore un peu de déchets. Donc on va juste pour conclure un petit mot de la fin. Donc on a bien compris avec notre intervention que le tourisme c'est un phénomène qui est très complexe. Ça concerne une multitude d'acteurs et de secteurs différents, donc le secteur économique, social, politique, etc. Et le tourisme actuel, c'est pas seulement un phénomène économique et également social. Il peut améliorer, comme dans le cas de Seraina, le développement d'une communauté locale, mais il peut aussi profondément la bouleverser. Notamment, on n'a pas parlé du tourisme sexuel ou de certains effets de ce genre. Et puis, il peut aussi entraîner des modifications morphologiques dans le paysage, notamment la destruction de certains types de lieux, biotopes, etc. Et puis, donc c'est difficile de bien cerner, en somme, qu'est-ce que pourrait être un tourisme durable. Et donc, peut-être il faut encore dire vers la fin de cette présentation que notre travail en tant que chercheuse à l'INI, c'est normalement pas de vraiment évaluer le tourisme dans tel et tel endroit pour voir si c'est durable ou pas. Mais notre but, c'est souvent aussi de trouver un peu les limites des concepts comme la durabilité et de le déconstruire un peu. Et c'est pour moi, je trouve important de se rendre compte vraiment que le tourisme durable, c'est un modèle pour s'orienter, pour trouver des solutions dans ce secteur multidimensionnel, des solutions qui essayent d'équilibrer tous les intérêts, même ceux des futures générations. Et en même temps, de mon avis, la durabilité, ce n'est pas un état réel, c'est pas un statut absolu qu'on peut atteindre avec un certain chiffre dans une évaluation. Et en toute façon, si on veut être très très honnête, je crois aussi que le concept en soi contient une énorme contradiction
Le tourisme dans notre système économique demande une croissance. Et la croissance économique, au moins comme celle qui est demandée par le système d'aujourd'hui, c'est pas vraiment ça peut pas vraiment être durable sur le long terme, en tout cas. Et pour finir, une petite citation un peu provocateur du économiste américain Kenneth Boulding, qui a dit « Celui qui croit à une croissance exponentielle et illimitée dans un monde fini est soit un idiot, soit un économiste. » Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. On va peut-être maintenant passer la parole à M. Schmid qui va nous parler un petit peu plus de ce qui se passe au niveau suisse avec les agences de voyage et notamment d'une enquête qu'il a réalisée et dont il va nous présenter les principaux résultats, je présume. Et puis ensuite, on pourra ouvrir le débat. Voilà, volontiers. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Bonsoir, les touristes. Je vous aime. Mais non, je vous aime parce que vous vous sentez responsable du tourisme. Autrement, vous ne seriez pas ici. D'accord ? Moi, je suis représentant de l'Association suisse des agences de voyage. C'est une association pas obligatoire. On peut être membre ou non. Ce n'est pas une obligation, mais on a des avantages parce que comme une association, une coopération, on échange les idées, on échange aussi des mesures, des instruments, on s'aide. Et maintenant aussi de plus en plus sur le plan international. Parce que la Suisse est tellement petite que pour résoudre les problèmes, aussi dans le tourisme global et international, pas seulement sur le niveau de la Suisse, on doit coopérer surtout avec les Allemands, avec les Autrichiens pour la langue allemande, un peu avec les Français, et surtout sur le plan international, ça veut dire aussi avec la Grande-Bretagne et les autres pays de la communauté européenne. Moi, je suis le chef d'un groupe de travail et dans ce groupe de travail, on a les grandes compagnies de tourisme, ça veut dire c'est Guoni, c'est Hôtel Plan, c'est TUI, c'est Globetrotter. Ce sont des agents de voyage, des petits, des moyens, des grands, et ce sont aussi des agents de voyage sans programme. Vous connaissez un peu le tourisme, la structure du tourisme? On a les agences de voyage. Les agences de voyage, qui a visité une fois une agence de voyage? Oui, vous pouvez lever la main. Vous travaillez peut-être dans une agence de voyage? Quelqu'un ici? Vous travaillez? Voilà. Qui a déjà réservé un voyage dans une agence de voyage? Voilà. Qui est voyageur et pas touriste? Ça veut dire un voyageur qui organise son voyage individuellement. Moi aussi. Alors, les chiffres nous disent, dans le marché suisse, plus ou moins seulement 20 ou 25% des voyages sont organisés par les voyages de tourisme ou par les grands TO. Ça veut dire que 75% plus ou moins, ça, c'est la plupart, c'est vous aussi. Vous êtes les agents, vous êtes vos agents de voyage. Alors vous êtes responsable pour le tourisme que vous faites.
Alors vous avez le choix, vous avez la possibilité de choisir l'endroit, le mode de transport, les hôtels, les possibilités de voyager. C'est le week-end, c'est peut-être un voyage 1 mois, 2 mois ou seulement 10 jours. Alors vous êtes responsable. Et nous sommes une association qui veut vraiment supporter les agences de voyage pour être plus durables que dans le passé. Que nous faisons dans notre association? Nous avons fait, il y a 2 ans, une étude en Suisse, en Romandie et aussi en Suisse allemande. Et la plupart des agents nous disent que plus ou moins 60% de la clientèle est intéressée dans des voyages durables. Maintenant, j'ai une étude internationale de cette année, et cette étude dit qu'en France, 18%, en Allemagne, 17%, en Suède, 6%, en Belgique, 9%, au United Kingdom, 9%, et en Hollande, Pays-Bas, on a 5% des personnes they book an environmentally friendly holiday trip. Ça veut dire 60% selon notre étude en Suisse sont intéressés dans un voyage durable, mais seulement 18% en France, ou 17% en Allemagne, et je pense que les chiffres en Suisse devraient être dans le même niveau. Book an environmental friendly holiday trip. Alors, une grande différence entre l'intérêt et l'action concrète. Et ça, c'est normal avec les enquêtes. Mais finalement, la conclusion pour l'association suisse de voyage l'association des agents de voyage en Suisse était, ou la demande des agents était, nous avons besoin des informations sur les voyages durables. Nous avons besoin des informations concrètes sur les hôtels qui ont un système de management de durabilité. Parce que ça, c'est le grand ou le plus important produit pour les clients à part du vol. Les vols, ça c'est une autre affaire, mais là on a la possibilité individuelle de faire la protection du climat, par exemple sur Internet, MyClimate et d'autres institutions en Europe. Mais ça, ce ne serait pas directement fait par les agences de voyage, parce que là, on a la possibilité, vous connaissez ce système certainement, de choisir entre réduction ou une somme normale, une somme d'or, une somme d'argent. On a des différents niveaux pour compensation. Et ça, c'est très compliqué avec le client dans les agences de voyage. Et dans les systèmes, dans les réservations, dans le web, on a la possibilité de faire directement sur un lien. Qui de vous, vous pourriez répondre si vous voulez, fait la compensation du CO2 normalement pour ces vols? Régulièrement. Alors, gardez cette question pour vous-même. C'est votre choix, mais avec le vol ou avec le mode de transport, aussi pour la voiture ou le train ou pour le ménage à la maison, on a la possibilité de compenser
les émissions CO2. Alors, ça c'est une partie. Mais la demande des agences de voyage était de voir dans le système de réservation quel hôtel a un système de management de durabilité. Et ça, c'est le grand problème. Aussi pour vous, vous avez peut-être Internet, vous voyez les hôtels, vous avez les images, vous avez les photos, peut-être vous avez aussi une vidéo, etc. Mais vous ne savez pas si l'hôtel est certifié, par exemple par Travel Life. Et ça, c'est le besoin des agences de voyage et aussi pour vous, pas seulement savoir le numéro des étoiles, mais aussi de savoir quel est le certificat. Le certificat accepté par l'organisation mondiale GSTC. Ça, c'est le Master Certificate. Alors, et nous, comme organisation en Suisse, nous travaillons sur un projet sur le niveau international pour mettre dans les systèmes de réservation, dans les agences de voyage et aussi dans le web, les certificats des hôtels. Alors ça, c'est notre devoir. Autrement, on a, comme conclusion, on a déjà organisé l'année passée un jour de durabilité dans la location Umweltarena. Vous connaissez cet endroit, Umweltarena, à Spreitenbach, près de Zurich. C'est très, très intéressant pour tout le monde. Vraiment, c'est super bien. Très intéressant. Alors, Umweltarena.ch, alors ça vaut vraiment la peine. Et on a organisé ce jour de durabilité avec des partenaires qui sont importants pour nous comme voyagistes. Ça veut dire Ocean Care, c'est la protection de la mer, dolphins, etc., etc. Nous avons travaillé avec Fair Unterwegs. Ça, c'est une organisation que vous devriez connaître. Malheureusement, ils n'ont pas l'argent de traduire toutes les pages. Tu connais, de faire la traduction en français. Fairunterwegs.org. Ils sont basés à Bâle, connaît Christine et plus. On a organisé une conférence avec eux. C'est super, avec toutes les informations qui sont nécessaires pour un voyage organisé ou individuel. Ça, c'était le deuxième partenaire. Nous avons fait aussi une expérience avec une compagnie voiture de location, parce qu'on a plus en plus dans certains endroits des voitures avec électricité. Et on a aussi fait une présentation avec ECPAT. Ça, c'est la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle. Et il y a un mois, on a fait ici à Lausanne, au Mövenpick, on a fait une éducation pour les apprentis dans les agences de voyage sur le même thème. Et en octobre, on organise un workshop pour les agents à Zurich. Le thème est droits humains avec Robert F. Kennedy Human Rights Foundation basé à Zurich et aussi avec ECPAT, c'est la protection des enfants. Et pour l'année prochaine, on est dans la planification d'un autre jour de durabilité. Alors ça, c'est notre devoir, ça c'était la conclusion et j'ai raconté sur les actions. Moi, personnellement, je suis aussi part de la table ronde pour des droits humains. Ça, c'est une table ronde internationale. Et je suis aussi dans un comité de label, de certificat pour les agents de voyage. Il s'appelle TourCert. On a Contiki, par exemple, Dream Travel, qui sont certifiés Tourasia, représentés ici aussi en Romandie, ils sont des agents certifiés avec TourCert.
Alors c'est tout bref notre devoir et c'est vraiment notre désir de donner des recommandations, des informations d'éducation, workshops pour tout le monde qui travaille dans l'agence de voyage, mais finalement, ce sont les clients, c'est vous, ce sont nous qui doivent choisir. C'est le client qui a la décision, qui prend la décision. C'est jamais l'agent de voyage. Jamais. Alors, ça veut dire, c'est notre responsabilité, comme dans d'autres sphères ou des autres choses dans notre vie privée, c'est nous qui décidons ce que nous allons faire dans notre temps libre. Nous pourrions rester à la maison, nous pourrions aussi voyager, mais nous pourrions aussi voyager avec une certaine responsabilité et prendre vraiment les voyages comme éducation et pas seulement pour faire des photos, des selfies, des vidéos, etc. Ici, c'est à rire, mais quand même. Alors, je parle plusieurs fois avec les guides. Et dans les années passées, l'intérêt des voyagistes a beaucoup changé. Dans le passé, les guides me disent, alors on était intéressé dans la culture, dans la vie locale, dans la nourriture locale. Mais aujourd'hui, on est intéressé de faire un selfie, de publier tout de suite les photos sur Facebook, Instagram et d'avoir un peu de plaisir, mais on a peu d'intérêt dans les autres choses qui sont vraiment à découvrir dans les destinations autour du monde. Voilà, nous sommes prêts pour la discussion. Merci beaucoup. Alors, merci bien. Merci bien. Alors, cette conférence est organisée avec ce petit appareil. Donc, pour les questions, c'est pas pour amplifier vos questions, mais c'est simplement pour qu'elles soient enregistrées correctement. Donc, on mettra les extraits ensuite de la conférence sur Internet. Donc, si on vous passe l'appareil, si vous voulez prendre la parole, on vous passera l'appareil. Puis, pour faire une remarque concernant le MyClimate, j'aimerais quand même préciser que les conférences qu'on a organisées toute cette année à Berne et à Lausanne sur les questions du tourisme ont été compensées avec MyClimate. Donc, voilà, vous pouvez avoir une bonne conscience. Voilà. Voilà, donc voilà, j'ouvre le débat. Qui veut prendre la parole, qui a une remarque ou une question? En fait, j'ai une question pour M. Et j'aimerais savoir si, en fait, le projet de présenter des propositions de tourisme durable est venu de la demande ou si c'est vraiment une envie des agences de voyage. C'est l'envie des agents de voyage. On a commencé en Suisse en 1062 avec les premiers pas dans ce métier de la durabilité. Pas par pas. C'est pas la demande des clients dans les agences de voyage est vraiment minimum. Mais là, si on les demande, oui peut-être, mais ça dépend aussi du prix. C'est ça. Hein? C'est le prix, la qualité et la sécurité qui sont les trois points très forts qui sont vraiment importants pour les clients. Si l'hôtel est durable ou certifié avec un label, alors ça fonctionne. Mais si le prix est différent, déjà avec 20 francs ou 50 francs, ça c'est déjà critique. Alors c'est notre branche parce que ça c'est notre produit. Et nous sommes d'accord. Le tourisme a détruit beaucoup des plages, beaucoup des forêts, beaucoup des endroits, beaucoup des régions,
mais ce n'est pas le tourisme même. Alors, on a besoin aussi des autorités, de la responsabilité des gens qui font des bâtiments. Alors, l'Espagne, par exemple, avec les compagnies immobilières, etc. Alors, tout le monde est responsable, mais c'est vraiment la volonté de notre branche du tourisme de faire quelque chose. Mais les clients, ils peuvent un peu diriger les voyagistes, les grandes compagnies aussi, mais aussi les petits. Nous, comme touristes ou voyagistes, on quelque chose dans notre main, c'est la décision. Moi, j'aurais une question. Je me demande si ce n'est pas aussi aux États eux-mêmes d'influencer. Je prends le cas du Bhoutan, par exemple, qui est un État qui n'accepte que 250 000 touristes par année pour avoir un tourisme qui est un peu durable. Bon, il n'est pas totalement durable. Donc, on sait qu'il y a des villes comme Florence ou Barcelone qui veulent commencer à limiter les touristes. Donc, je pense que c'est aussi de la responsabilité des endroits qui accueillent les touristes de mettre des conditions de telle manière à ce que le tourisme soit durable. Ce qu'on dit les deux premières interventions, l'accueil. Donc là, il faut aussi que, pas seulement nous, mais que de l'autre côté, on nous dise, voilà, chez nous, c'est comme ça. Et puis, oui. tu dois accepter nos conditions. Vous avez certainement raison. Nous avons des discussions aussi chez Jungfrau Joch. Hein? Agrandir, toutes les voitures sont pleines, hein? Tous les jours. Aussi aujourd'hui, je pense, on a cette discussion à Appenzell. Vous avez peut-être certainement, vous connaissez cet hôtel Escher. Hein? Et là, ils ont limité le numéro des touristes. Et c'est le prix, c'est le nombre. Ça, ce sont des possibilités de régler un peu la masse. Et à Barcelone, on discute les prix. Et vous savez, alors Barcelone, Budapest, etc., ça c'est aussi un problème des autorités parce que là, on a beaucoup des appartements privés qui sont loués aux touristes à travers le Airbnb. Hein? Alors, on achète. Ouais. Alors, et là, c'est vraiment, ce sont les autorités qui doivent dire non ou oui, et les Airbnb et d'autres. Des autres institutions doivent aussi respecter les lois et les règlements pour les impôts, etc. Moi, je fais tourisme militant, je vais chez l'habitant, je prends moi-même mon billet et je vais où je veux, mais toujours chez l'habitant. Et on va visiter des endroits où on a des nouvelles pour la planète, soit la permaculture, soit un environnement habitable, urbain, autrement que comme on fait maintenant. Ouais. Bref, non, je n'ai jamais été dans une agence de voyage, je déteste qu'on me dicte où je dois y aller et à quelle heure, et l'heure de l'hôtel, non, je déteste. Oui. J'aurais deux questions en fait. Parlez fort. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut véritablement compenser les émissions de CO2? Il me semble que chaque fois on est un peu dans une logique économique où l'économie, en fait, on peut payer tout, mais finalement je crois que l'environnement, il y a des choses qu'on va plus pouvoir payer en fait au bout d'un moment. L'argent, il ne peut pas tout acheter. Ouais. Ça c'est un. Et la deuxième question, est-ce que... La réponse est oui. On peut compenser, mais ce n'est pas la même chose. Parce que la compensation est peut-être au Kenya, la compensation est peut-être au Brésil, c'est autre part, mais c'est comme dans le passé avec l'Église catholique. Hein? Comment ça s'appelle? Oblas. Oui, les pénitents, enfin les... Ouais, alors on paye, alors on peut voler. Hein? Alors restez à la maison. Hein? Et deuxième question? La deuxième question est comment éviter, moi, il me semble aussi un peu dans la même logique, comment éviter un certain élitisme? Parce qu'il me semble que ce qui va devenir durable,
c'est aussi une question qu'on peut se permettre de le payer. Ouais. Et ça devient, de quelle manière on peut éviter cette La solidarité. labellisation du durable comme quelque chose de marketing aussi, mais qui soit véritablement quelque chose de Si je pratique. peux me permettre, Ouais. Non. mais aujourd'hui et depuis toujours, le tourisme, ça a été l'affaire quand même d'une minorité, ou peut-être d'une grosse minorité maintenant, mais ça n'a jamais été pour tout le monde. Tout le monde n'a jamais eu la possibilité de partir en vacances et de Oui, se payer. on est d'accord, mais dans cette... je retiens ce qu'ils avaient dit et je suis conscient en fait, parce que je étudie aussi le tourisme, c'est pour ça que je pose des questions. Mais il me semble que dans cette minorité, créer un élitisme à l'intérieur des ceux-ci. Oui. Donc c'est pas durable pour tous. Ouais. Et après, ce sera les naughty qui protègent la planète, puis ces pauvres pommes de pauvres qui font que de polluer dans tous les sens. Ah non, ça ne sera jamais comme ça. Mais le tourisme Parce que les aussi. nantis, ils polluent 3 fois plus. Ouais, alors, ce que nous, on a vu dans les cours aussi dans notre master, c'est vraiment que c'est coûteux, clairement, c'est le cas. Mais que depuis un moment, il y a des outils comme c'était mentionné avant, comme le Faire Interwex, c'est une site web où chacun peut aller chercher des manières de... Enfin, des fois, ce sont des petites choses qu'on peut faire déjà, donc... Ouais, je crois que ça commence maintenant aussi un peu avec la conscience des champs. C'est toujours le premier pas qu'il faut faire pour démocratiser ce genre de choses aussi. Que peut-être le segment des backpackers aussi commence à essayer d'être plus durable. Ouais. Je crois que c'est ça. Bon, après, ça rentre aussi en contradiction avec la dimension économique que vous mentionniez tout à oui. l'heure, quand on peut aller à Budapest pour 29,90, ça pose quand même un problème. Exactement. On est d'accord. C'est clair, ouais. Oui. Justement, tu en parlais un petit peu. Moi, ce que je voulais poser comme question, c'était quelle était l'influence du prix dans toute cette question et du low cost notamment. Puis je fais un peu un parallèle, j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à la problématique avec l'industrie textile, où on court après. Voilà, c'est au client de décider, mais finalement l'élément qui va le déterminer, c'est quand même le prix. Et on joue toujours sur des prix un peu à la baisse. Et je voulais aussi poser la question de l'influence en fait de cette population de touristes qui est très jeune, qui est de plus en plus jeune, qui est intéressée à ces voyages intra-européens qui sont très attractifs. Et je pense que c'est quand même une tendance assez nouvelle, et c'est aussi cette génération Instagram. Et puis aussi poser la question de la concurrence en fait, pour le cas de la Suisse, entre des prix européens très bas et des prix super chers pour voyager à l'intérieur de la Suisse. Donc il y a des gens qui préfèrent juste peut-être aller à Londres, à Barcelone, parce qu'un aller-retour jusqu'à Zurich, ça leur fait tout leur... Oui, c'est la demande qui fait le prix. Ça, c'est ça, c'est le système. Demande-prix. Mais, c'est aussi une grande question. Toutes les compagnies aériennes ne payent pas les impôts qu'ils devraient payer. Ça, c'est une grande discussion dans ICAO, IATA, parce que ça, c'est pour le marché, pour la concurrence interne en Suisse. C'est plus cher de voyager à Zurich qu'à Barcelone, hein, même si c'est en train seulement. Mais on a 2h40 plus ou moins de voyage jusqu'à Zurich. Hein, à Barcelone, c'est plus proche. Non, finalement, ça c'est une Verfälschung, alors on ne peut pas comparer. C'est le prix, la demande. Mais voyez, Air Berlin, faillite, fini. Aujourd'hui, Lufthansa a acheté Air Berlin. Air Berlin était une des compagnies aériennes avec les prix low cost. Comme EasyJet, comme Ryanair, comme d'autres. Alors, ça c'est le résultat. 1400 personnes vont perdre leur travail. Ça c'est le résultat. On essaie, mais finalement ça ne fonctionne pas.
Mais les gens qui sont voyagés avec Herveline dans les années précédentes, ils sont heureux parce qu'ils ont fait un joli voyage. Ouais. Mais la différence avec les impôts, ça c'est certainement aussi documenté ici, hein, avec le kérosène, ça c'est une grande question. Et ça, ce sont les autorités, hein. Ce ne sont pas les voyagistes, ce ne sont pas les tour opérateurs, on accepte, on vend ce qu'on a sur le... Ouais. Oui, madame. Monsieur Smith, j'ai une question pour vous. Bravo à votre association et tout ce qu'elle fait pour promouvoir le tourisme durable. Moi, j'ai une inquiétude, c'est au niveau de l'implantation du tourisme dans les pays en voie de développement. J'ai pu observer que dans certains pays, on implante le tourisme, c'est des grandes chaînes qui débarquent, qui construisent des cafés, des chaînes d'hôtels qui arrivent. Et par rapport au tourisme durable, le pilier qui subit le plus, enfin qui n'est pas du tout durable, c'est le pilier de la sociabilité, le pilier sociable. J'ai l'impression que les habitants de ces pays perdent totalement leur identité à l'arrivée de ces chaînes d'hôtels, c'est-à-dire le choix qu'ils ont finalement à l'arrivée de ces acteurs touristiques, c'est d'aller travailler dans ces restaurants ou dans ces chaînes d'hôtels qui arrivent, mais on laisse totalement le côté culturel, leurs habitudes. Il y a des différences de prix énormes. Je me suis rendue à Yangon l'année passée. Et il y avait là, au milieu de la ville, au milieu des gens qui vendaient leur café dans la rue, qui vendaient leurs produits, il y avait un grand marché, il y avait là un billy coffee. Les habitants ne pouvaient même pas entrer, ils s'imaginaient entrer et boire un café tellement les prix étaient surfaits. Est-ce que votre association a le pouvoir d'influencer justement sur l'implantation du tourisme dans ces endroits-là? Alors, comme association suisse, non, on n'a pas de possibilité. Ce sont les tables rondes où on a des, en anglais, stakeholders, autorités, NGOs, etc., tout ensemble. Là, on peut peut-être intervenir au CIG, OMT, etc., mais l'association suisse n'a aucun pouvoir, aucune mesure de prendre une certaine action. Parce que dans les hôtels, alors on dit, de la Suisse, on a peut-être 20, trentaine de personnes qui sont là dans cet hôtel. Mais les Anglais, les Américains, les Russes, etc., ils ont peut-être une centaine de touristes. Alors, eux, ils sont très forts. J'ai un autre exemple. Équateur, hein? Qui connaît Équateur, ils sont assez fameux, ou le pays est assez fameux pour les roses, pour les dames. Hein? Vous connaissez les roses? Alors, en Équateur, aussi en Suisse, on achète les roses Fairtrade. Hein? Alors, mais, comment dit-on, style, les roses qu'on achète ici en Europe centrale, je veux dire, sont plus ou moins comme ça. Et les dames, vous êtes contentes si vous allez recevoir une rose de telle grandesse. Mais à l'autre côté, des plantes, des roses comme ça, on a les plantes dans une, comment ça s'appelle, serre, hein, serre, les roses avec les grands, qui sont tellement grandes, hein, pour des autres marchés. Alors, les compagnies là, le producteur doit diversifier pour le marché Europe centrale et pour les autres marchés parce que les dames, les femmes, ils aiment les roses qui sont un peu plus grandes. Ça c'est, pour eux, ça c'est vraiment une grande production. Il y a 60 personnes qui travaillent là, alors pour eux c'est ok. Mais finalement, pour le monde,
Je ne sais pas si c'est vraiment bon, parce que les roses, les grandes roses, sont, comment dit-on, on a des pesticides, la chimique. Hein? Et les autres Suisses, les roses qui arrivent ici dans les pays en Europe centrale sont chimiques, organiques et fair trade avec le label. Et ça c'est la même chose un peu avec le pouvoir avec les hôtels. Donc, je vous comprends votre question, c'est normal. Mais peut-être tu peux dire quelque chose, parce qu'avec l'expérience en Chine, vous avez les pensions pour peu de personnes et peut-être il y a aussi des grandes boîtes déjà ou des grands hôtels qui sont en train de construire. Oui, justement, partout. Mais c'est ce que je disais, le pilier, disons, économique, c'est beaucoup plus fort que les autres acteurs, stakeholders qui sont derrière, ceux qui sont pour la nature ou ceux qui sont un peu pour le social, ils sont normalement beaucoup plus faibles. Donc si on imagine cette table ronde avec tous les acteurs, le facteur de gagner de l'argent, c'est toujours beaucoup plus important, beaucoup plus fort dans des discussions, même avec des locaux, en fait, même avec les résidents locaux. Ils préfèrent des fois de gagner de l'argent que les autres choses au début. Question. En fait, pratiquement maintenant, si on aimerait continuer à voyager en Thaïlande, dans un pays comme ça à l'autre bout du monde, en voulant faire le moins de mal possible, est-ce qu'il y a une possibilité ou c'est complètement contradictoire? Une possibilité déjà pratique aujourd'hui d'avoir un certain comportement ou de faire quel choix faire pour avoir moins d'impact négatif. Et donc bon, il y a le voyage, puis après sur place aussi, c'est déjà deux choses différentes. Et si c'est pas possible, est-ce qu'il y aurait un idéal vers quoi on devrait aller pour essayer d'avoir un tourisme qui est moins néfaste? Enfin, c'est peut-être une question. Je sais pas qui alors, ma proposition, tu restes à la maison. Deuxième, tu réduis peut-être, comment dit-on, emprunt à pied, hein, ou emprunt écologique. Hein, il y a plusieurs possibilités. Tu voyages pas seulement pour une semaine, 2 semaines, peut-être pour 2 mois, 3 mois. Est-ce qu'il hein, c'est possible? Tout le monde le chef. Hein? Ou tu compenses, tu fais la compensation. Si tu les 3 possibilités. Ouais, ça c'est clair, c'est l'aspect du réchauffement climatique, des émissions de CO2. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir au niveau social, justement, dans un pays. Voilà, pour les conditions de travail, par exemple. Après, je pense qu'on ne peut jamais savoir. C'est toujours difficile à savoir. Ça dépend au cas par cas. Après, tu dirais, c'est pas possible de savoir si c'est. Ou tu choisis un hôtel avec un label de durabilité. Avec un hôtel sur place ou des hôtels sur place. En Afrique du Sud, il y a des hôtels Fair Trade Tourism. C'est un label spécialisé. Et je ne sais pas en Chine, est-ce qu'ils ont déjà un label? Oui, justement, il y a des labels partout. Bah ouais, justement, ça veut rien dire, c'est ça Qu'est-ce que ça veut dire? On met tout dans dernièrement, les Chinois, ils ont tout. Il y a peut-être quand même l'esprit critique, simplement, d'aller poser des questions, savoir comment c'est organisé soi-même, et puis simplement se dire que si on va dans un all inclusive, forcément il y aura beaucoup de gaspillage. Exactement, oui. Ça, je pense que c'est le choix personnel. Faire un choix personnel, c'est déjà pas mal dans la démarche. Après, essayer de poser des questions, etc. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans, hein, mais je dis rien que pour avoir une certaine conscience.
L'éducation populaire, ça fait beaucoup quand même. Regardez, ici en Europe, c'est plus ou moins les Allemands qui vont faire n'importe quoi en Espagne ou à Mais Majorque. ça peut être tout le monde, madame. C'est Et pas que les Allemands. au Mexique, c'est les Nord-Américains, les États-Unis qui font aussi les dégâts. Non, sont spécifiquement. Mais c'est pas que les Allemands. Non, c'est pas que. Il y a aussi la beaucoup de Suisses qui majorité. vont en Thaïlande ou faire du tourisme Ouais. sexuel. Il y Voilà. a, il y a des partout, hein, faut pas. Justement, c'est une Donc, éducation populaire. C'est pas la faute sur une seule partie de la population. Non, ça c'est vrai. Une Mais c'est la recommandation. plupart. Ils Dans sont le- pouvoir d'achat. Ouais. Dans le passé, les labels ont seulement vérifié les eaux grises, les eaux usées, les déchets, etc. Mais maintenant, les labels qui sont certifiés par GSTC, eux, ils contrôlent aussi les contrats, les conditions d'emploi. Alors, la situation sociale dans les entreprises, dans les hôtels. Hein? Ça, ce sont des labels pas pour tout le monde, mais les labels certifiés par GSTC. .org. Ça, c'est là. Il y a une question là. Ouais. Moi j'ai une question, ça rejoint pas mal ce que monsieur a déjà évoqué. Donc vous avez dit qu'il y avait une grosse partie, à peu près 70% des gens qui passaient pas par les agences. Donc c'est quand même une grande partie de voyageurs qui sont pas forcément sensibilisés à toutes ces problématiques de voyage durable, dont j'en fais partie. J'aime pas passer personnellement par les agences de voyage. Je pense que je réponds à la catégorie backpacker, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger. Et quels sont les outils pour peut-être sensibiliser ces genres de personnes qui organisent le voyage par eux-mêmes, mais qui n'ont pas forcément accès à l'information sur leurs impacts directs? Parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens en Thaïlande, par exemple, qui aiment monter sur les éléphants. Et moi, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens sur place, à quel point c'était négatif pour les éléphants quand ils montent. Mais je crois que les gens ne savent pas, simplement. Ouais, c'est un peu difficile. Par exemple, les voyagistes en Suisse, ils ont terminé et éliminé les offres avec les tours aux éléphants. Ils ont aussi éliminé les visites dans les dolphinariums. Hein? Delphinarium. Alors ça, on a déjà la protection des animaux est aussi important par notre association. Là, on travaille avec World Animal Protection. Et là, on n'a pas les offres, mais c'est pas notre devoir de sensibiliser la partie de la population des voyagistes qui sont pas clients chez nous. Alors, on n'a pas l'accès. Ça, c'est le devoir des organisations qui World Animal Protection ou comme My Climate. Alors, eux, ils font de la publicité, de la promotion eux-mêmes pour attirer aussi la clientèle individuelle. Il y a une question là. Ouais, une question. Vous êtes représentant d'une organisation suisse. On voit beaucoup de choses qui se passent. Les gens ont des expériences à l'étranger et tout ça, mais c'est une problématique mondiale. Parce que la mondialisation, le tourisme et le tourisme de masse. Est-ce qu'il existe un global compact au niveau mondial coordonné par l'ONU par exemple, ou par les différentes fédérations touristiques nationales? Et est-ce que l'industrie touristique intègre petit à petit les SDG, les Sustainable Development Goals, dans son développement propre? Parce qu'il y a tous les indicateurs, les 17 indicateurs des SDGs. Ça c'est... ouais. Alors, vous connaissez ce site. Ça c'est la site du département des affaires étrangères. Et avec eux, on a déjà eu une séance de coordination. On va aussi introduire quelques-uns des 17, comment ça s'appelle en français, ODD, je pense, SDGs, aussi en Suisse. On est aussi en train d'établir Toolbox, quelque chose, un instrument pour des workshops avec ces agents de voyage. Alors ça, c'est déjà
arriver et avec Bern et aussi avec Faire Unterwegs par exemple, Christine Plus avec les NGO, on est en train maintenant d'établir aussi ça. Oui, c'est arrivé. Il y a une question au fond. Vous parlez de tourisme durable, et j'ai déjà entendu parler du tourisme éthique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça s'inscrit dans le tourisme durable, je ne sais pas du tout. Si vous avez déjà vu ce terme. Les assistants doctorants, alors ça c'est... Vous avez entendu. Ouais, alors je pense que le tourisme durable, c'est vraiment le truc qui décrit... C'est un fourre-tout. C'est ça que tu veux dire? Tu mets tout ensemble. Ouais, ça regroupe tout. Ouais. Donc le tourisme éthique, c'est peut-être encore un peu plus spécifiquement une description qui est utilisée par certaines organisations. Ouais. Pour décrire vraiment que c'est spécifiquement un peu fair trade ou quelque chose comme ça. J'ai une liste avec des définitions. Tourisme responsable, tourisme durable, tourisme communautaire, slow tourisme, tourisme équitable, tourisme participatif, écotourisme, tourisme solidaire, agrotourisme, tourisme humanitaire. Alors, dans la théorie, on a beaucoup de choses, mais finalement, notre association doit faire quelque chose. Nous devons délivrer quelque chose. Nous ne pouvons pas parler théoriquement. Nous devons faire quelque chose pour nos membres et ça c'est la participation aussi à des conférences, etc. et organiser des workshops. Alors, mais la théorie est la base de nos actions, alors ça c'est bien clair. On travaille aussi avec les universités, alors ça c'est normal. On peut apprendre d'un côté et de l'autre. Vous avez un avis là-dessus? Ah non, c'était une question comme ça. Je vois que monsieur est très pragmatique. C'est vrai qu'entre la théorie et la pratique, il y a tout le temps une différence. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Et les limites sont tellement flou. Oui, c'est pas tellement clair. C'est un peu de ça, un peu. La plupart est là et peut-être ça peut changer. Voilà. Bien, madame. J'aurais encore une question aux demoiselles là, qui nous ont fait la présentation. Parce que si vous avez choisi ce thème pour votre travail de doctorat, c'est que ce thème-là vous touche. Et je peux aussi imaginer que peut-être dans le futur, vous allez travailler dans la branche touristique. C'est jamais. Alors si tel est le cas, est-ce que vous auriez envie de changer quelque chose et puis de rendre le tourisme plus durable? Et si oui, comment vous pourriez imaginer peut-être améliorer les choses? Ouais, alors nous deux en fait, c'est pas exactement le thème de notre thèse, la durabilité. Et comme j'ai essayé d'expliquer, enfin, si on commence à faire la recherche là-dessus, on voit que c'est tellement complexe. Donc si moi je devrais vraiment travailler dedans et changer quelque chose, ça serait difficile à décider où commencer vraiment parce que ouais, il y a tellement des aspects qui sont concernés. Mais après c'est très très intéressant ce genre de travail comme ils font dans cette agence par exemple, et où il y a aussi des projets très petits qui essaient de faire un tourisme qui inclut les résidents locaux et de faire tout juste, mais après il y a toujours un peu des choses qui fonctionnent pas. Donc c'est difficile de ma côté de dire comment si on aurait trouvé déjà la solution, comment il faut faire pour éviter tous ces aspects négatifs. Ouais, nous pourrions signer le contrat pour travailler pour pas nous. Là, D'autres questions? Au ministère. Sinon, moi je vous propose déjà, je peux peut-être juste inviter Anja Nickel, si vous voulez.
venir ici. Donc Anna Nickel a reçu le prix spécial du jury dans le concours et vous allez comprendre pour quelles raisons. Alors bonsoir. Donc au travers de mon affiche, en fait, j'ai voulu mettre en avant une des conséquences du tourisme de masse, qui est en fait la détérioration de paysages ou de monuments culturels, etc. En tant que touriste, évidemment. Et du coup, dans mon affiche, j'ai choisi cette image de l'île de Malte. Comme on peut voir, il y a des îles qui peuvent disparaître, etc. Et j'ai voulu concrétiser en fait cette action en faisant une sorte d'happening destruction. Et du coup, ça consiste en fait à déchirer un bout de l'affiche et à détruire gentiment le paysage qui disparaît. C'est ce qui se passera avec le tourisme de masse, gentiment. Du coup, voilà, comme ça a déjà commencé un petit peu. Je vous inviterai tout à l'heure à venir regarder de plus près l'affiche ou pendant l'apéro. Et de vous, si vous êtes en tant que touriste ou avez voyagé, venir participer à détruire cette affiche et puis laisser les petits. Et voilà, c'était le concept surtout qui était mis en avant plus que l'affiche elle-même. Voilà, puis donc on va se lever et vous allez pouvoir mettre les chaises sur le côté, on va passer à l'apéro. J'aimerais encore juste dire une petite chose, c'est que cette conférence fait partie d'un cycle, d'un collectif lausannois qui s'appelle Autrement ça va, et qui propose pendant 2 mois, du 21 septembre au 21 décembre, une vingtaine d'événements, des projections de films, des conférences, des débats, etc. Il y a d'ailleurs eu récemment un débat sur Airbnb à Barcelone, à l'espace Dickens. Donc il y a les programmes qui sont là. N'hésitez pas, sur la table en sortant, n'hésitez pas à en prendre. Et puis surtout, si vous faites le tour de l'exposition, n'hésitez pas aussi à voter pour l'affiche que vous préférez, de la petite boîte qui est là. Merci.